Chers collègues, bonjour. Nous avons plaisir de vous accueillir pour un point d'information sur l'opération Code Bleu. Il s'agit de la mise en place d'un numéro d'appel unique, le 2222, pour les urgences vitales intra-hospitalières, un projet d'harmonisation nationale et internationale. J'ai le grand plaisir d'accueillir deux experts sur le sujet, le professeur Julien Polcher du CHU de Strasbourg et le professeur Pierre Pasquier de l'hôpital militaire de Percy. Merci d'être là. On va commencer avec Julien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le 22-22, s'il te plaît? Alors le 22-22 est un numéro unique pour les urgences vitales intra-hospitalières. Il a vocation à remplacer tous les numéros d'appel qui sont actuellement en place dans les différents établissements de santé. En Europe, il semblerait qu'il y ait pas moins de 105 numéros différents pour les urgences vitales intra-hospitalières. L'idée est de simplifier, de réduire la variabilité et de faire en sorte qu'à l'instar du 112 ou du 911, le 22-22 s'impose dans les établissements de santé pour les urgences vitales intra-hospitalières et au premier rang de celle-ci, l'arrêt cardiaque intra-hospitalier. Il a ainsi vocation à être connu de toutes et tous et à être composé soit manuellement, soit à chaque fois qu'une urgence vitale intra-hospitalière est détectée, afin que les équipes qui seront amenées à intervenir en premier soient averties le plus rapidement possible. D'accord, je comprends. Et quel est l'intérêt de l'harmonisation, Pierre? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important? Alors, l'intérêt du 22-22, c'est d'avoir donc un numéro unique à travers l'Europe, quel que soit le pays dans lequel on va travailler. Et à l'heure de l'harmonisation des pratiques au-delà des frontières, c'est un élément extrêmement important lorsque la mobilité des professionnels de santé est de plus en plus présente, que quel que soit l'hôpital dans lequel on se trouve, nous sachions tous et chacun d'entre nous sache faire un numéro de téléphone unique en cas d'urgence vitale intra-hospitalière. Il s'agit du 2222. D'accord, je comprends beaucoup mieux maintenant. Mais pourquoi, Julien, c'est important que nous, les anesthésistes réanimateurs, s'y intéressent? C'est extrêmement important puisque, au même titre que de médecine d'urgence ou de médecine intensive de réanimation, nous, anesthésistes réanimateurs, sommes concernés au premier chef pour la prise en charge des urgences intra-hospitalières et notamment les arrêts cardiaques intra-hospitaliers. Et donc, à ce titre, il faut que nous soyons les premiers informés de ces modalités de mise en place et que nous soyons également convaincus de son intérêt et que nous soyons les premiers à favoriser sa mise en place, à implémenter son développement et à convaincre nos instances, nos directions, nos institutions du bien fondé du déploiement d'un numéro unique. D'accord, c'est impressionnant, je comprends beaucoup mieux. Et Pierre, il paraît que vous avez mis en place à Percy un numéro d'appel unique. Est-ce que tu peux nous donner un retour de votre expérience? Oui, exactement. Donc, l'hôpital de l'instruction des armées Percy a été un des premiers hôpitaux en France à mettre en place ce numéro de téléphone unique 2222 pour les urgences vitales intra-hospitalières. Alors, cela a consisté en deux grandes phases, une phase de préparation et une phase de déploiement. Une phase de préparation parce qu'on a besoin d'obtenir, avant le déploiement du 2222, une validation organique par la communauté médicale, par les services de la direction et de la cellule qualité, et puis une validation technique, à la fois encore avec la cellule qualité qui va nous aider dans cette démarche qui est quelque part une révolution pour chaque institut, et puis une validation par les services de communication téléphonique interne à l'hôpital. Dans la phase de préparation également, une campagne d'information massive et extrêmement importante pour que l'ensemble des personnels et des usagers de l'hôpital puissent être avertis de ce changement de numéro de téléphone unique pour les urgences vitales intra-hospitalières au profit du 2222 et l'importance d'une campagne de communication avec une modification de la signalétique
en cas d'arrêt cardiaque ou plus largement d'urgence vitale intra-hospitalière. La deuxième phase est une phase de déploiement qui va comprendre une phase de transition pendant laquelle les deux numéros, l'ancien numéro et le numéro de téléphone unique 2222 vont se chevaucher pendant une certaine période avant de devenir exclusivement le 2222. Et à l'issue de cette phase de déploiement, il y a une campagne de formation des personnels soignants qui doit intégrer ce numéro de téléphone unique 2222 pour les urgences vitales intra-hospitalières. C'est un gros chantier. Donc ça répond déjà en partie à la question des modalités de mise en place. Est-ce que tu peux, si je veux mettre en place le 22-22 chez moi demain à mon hôpital à Beaujon, est-ce que tu as des astuces comment m'y prendre concrètement? Alors, les astuces, puisqu'on a décrit les grandes phases de mise en place, les astuces, c'est ne pas avoir peur du changement et faire comprendre l'intérêt du 22-22 tel qu'il a été décrit par Julien précédemment. C'est être capable de changer les habitudes, et ça fait toujours peur à la phase initiale. Et donc, il y a une campagne large d'information, il faut mobiliser de la ressource pour favoriser la communication autour de ce changement de numéro de téléphone unique. Et c'est les actions principales, après avoir organisé la validation technique et organique auprès de la direction, de la cellule qualité et de la cellule de communication téléphonique interne à l'hôpital. D'accord, merci Pierre. Donc beaucoup de concertation et un temps de préparation indispensable. Julien, dernière question pour toi. Puisqu'il s'agit d'une harmonisation européenne, quelle est la perspective internationale du 22-22? Alors, elle est extrêmement importante, et au niveau international et au niveau européen. Il faut savoir que le 22-22 a été mis en place dans les hôpitaux du Royaume-Uni en 2004 et qu'il a fallu à peu près un an pour que la quasi-totalité des établissements hospitaliers adoptent et déploient cette modalité d'alerte pour les urgences vitales intra-hospitalières. Depuis, d'autres pays ont suivi. Je pense à l'Irlande, je pense au Portugal, je pense également à la Turquie, et puis d'autres pays extra-européens sont en train de le déployer, et c'est le cas notamment de l'Australie. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de tendre vers une harmonisation européenne? Le premier point, et Pierre en a déjà parlé tout à l'heure, c'est la mobilité des personnels soignants au sein de l'Union européenne. Il faut savoir par exemple qu'en Espagne, 20% des infirmiers et aides-soignants sont originaires d'un autre pays et ont été formés dans un autre pays que le pays dans lequel ils ou elles exercent. En Italie, ce pourcentage est proche de 30%. Et donc, si on part de l'idée qu'il faut que ce numéro de téléphone soit ancré au plus profond de notre mémoire, comme pourrait l'être par exemple le 112 pour les urgences vitales extra-hospitalières en Europe, ou le 911 si l'on est aux États-Unis, eh bien, il faut que ce numéro soit enseigné très tôt dans le cursus des soignants, quel que soit leur pays d'origine, et qu'il puisse être implémenté de façon pratiquement réflexe lorsqu'il s'agit de donner l'alerte. Et ça nécessite finalement une intervention à tous les niveaux, à la fois au niveau européen. Vous vous souvenez peut-être que la mise en place du 112 au niveau européen a nécessité pas moins de 17 ans pour qu'il soit implémenté entre le début de l'idée et sa mise en place effective. Et donc, il faut bien sûr que les efforts continuent au niveau européen, et ils le sont, puisque cette initiative est portée par l'European Resuscitation Council, l'European Board of Anesthesiology et la Société européenne d'anesthésie également. Mais il faut que cette volonté, elle soit relayée au niveau national, et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui, et également au niveau local, pour que puisse être menée la preuve du concept. Et c'est en ça que l'expérience de Percy est extrêmement utile et précieuse pour nous, puisqu'elle a la démonstration pragmatique et flagrante d'une mise en place rapide, efficace, dans un centre hospitalier de grande taille. Et donc, ce qui a été réalisé à Percy fait valeur d'exemple,
et devrait pouvoir être répliqué dans d'autres établissements, y compris les établissements qui sont répartis sur plusieurs bâtiments. Bien sûr, il faudra la participation en fait, des équipes de direction, la participation des équipes de téléphonie, mais je crois qu'il est particulièrement important que les soignants, au premier chef, soient toutes et tous convaincus du bien fondé de cette mise en place et des gains en termes de survie qu'ils pourront apporter. Écoutez, Julien et Pierre, je vous remercie vivement pour cette mise au point et cette perspective vraiment passionnante. Je pense que ça peut être un grand service pour les patients et les professionnels de santé. Je vous dis à la prochaine fois et je souhaite une très bonne journée à tout le monde. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Tobias, merci à vous. À bientôt.